Oui. Alors, bonjour. Bonjour. Vous êtes Gilles Maintré. Vous êtes né le 24 novembre 1976. Vous venez de la région de Nancy, en tout cas votre famille. Vous êtes inspecteur des finances, donc énarque. Et vous avez été conseiller à la présidence de la République il y a quelques temps. Vous avez cofondé Electis, qui est un enjeu intéressant pour nous qui travaillons sur la question politique. Electis pour le vote électronique. L'Arlésienne dont on parle beaucoup, vous allez nous en dire quelques mots, j'imagine, tout à l'heure. Vous êtes essayiste, vous venez d'écrire un livre, vous pouvez nous en parler? Oui, Les deux pouvoirs, qui est publié chez Gallimard en janvier, et qui essaie de montrer comment la démocratie directe peut venir au secours de la démocratie représentative. Comment, face à la perte de légitimité et d'efficacité de nos institutions démocratiques, il est indispensable de faire droit à une part de démocratie directe pour permettre aux citoyens de s'exprimer sur un certain nombre de sujets. C'est très intéressant. Nous, aussi pour des raisons démocratiques, nous avons souhaité donner la parole à tous les candidats de ces élections européennes, ce qui n'est pas exactement l'attitude de tous les médias en France. Nous sommes les seuls à avoir osé donner la parole à tous. Donc merci d'avoir accepté. Merci à vous, et on en reparlera parce qu'effectivement c'est une démarche singulière et indispensable. Merci. Vous êtes aujourd'hui candidat donc aux élections européennes, mais vous êtes aussi élu du 16e arrondissement, donc vous avez une compétence où nous sommes. Donc vous avez une compétence de terrain, vous êtes pragmatique, bien qu'énarque, donc on n'oppose pas les deux, on est terrain et on est aussi dans le monde des idées et de la structuration de la société. Donc, vous êtes finalement entrepreneur. Je crois que Electis était d'abord une association, vous l'avez transformée en entreprise. Absolument. Donc merci pour votre présence d'abord. Alors nous avons à Europa Nova publié un rapport qui s'appelle le Conclave et qui essaye d'identifier les questions importantes européennes pour le futur européen. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu le Covid. La guerre a complètement changé la géopolitique dans le monde. L'Europe n'a plus la même place d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de sécurité et de défense. Donc on s'est posé 50 personnalités européennes, il n'y avait que 2 Français, donc on est très très européens, et on a essayé de réfléchir sur les prochaines priorités pour essayer d'influencer l'agenda européen. Et vous qui vous présentez pour cette mandature européenne, j'imagine que vous avez aussi vos préoccupations. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos 3 priorités pour le futur européen? D'abord, merci beaucoup et bravo pour ce travail. On a besoin, à un moment où l'Europe est à une croisée de chemin, de travaux de fond pour réfléchir à nouveau à quel est l'idéal européen. Qu'avons-nous fait ou qu'avez-vous fait de notre Europe? Parce qu'il y avait un projet des pères fondateurs et qui s'est perdu. Et c'est pour ça que nous lançons la liste Le Centre pour les élections européennes. C'est pour revenir à ce qui était l'essence du projet des pères fondateurs, c'est-à-dire une Europe qui aide, qui protège, qui soutient les initiatives locales, les initiatives de l'ensemble des acteurs, et non pas une Europe qui contraint. Première priorité, c'est de réenraciner l'Europe. Aujourd'hui, on vient de terminer pratiquement 1 an de campagne. On était dans toutes les régions. On a vu des communes rurales, des villes moyennes, des métropoles. Partout, personne n'est capable de nous citer le nom d'un seul député européen. Vous comme moi, on aime la politique, on connaît au moins les têtes de liste. Mais il faut se rendre compte que ces députés européens sont invisibles pour la plupart de nos compatriotes. Pourquoi? On est sur un scrutin national qui est complètement géré par des partis, où on recase d'ailleurs souvent des anciens élus, des chapeaux à plumes, comme on dit, et qui n'ont plus, parfois qui n'ont jamais eu, un enracinement local. Or, lorsque vous êtes dans la Meuse, en Mayenne, dans le Pas-de-Calais, que vous avez une difficulté comme agriculteur, comme patron de PME, comme responsable associatif, vers qui est-ce que vous vous tournez? Il n'y a personne. Le député européen, vous ne savez pas qui c'est. Vous allez du coup à Paris, frapper devant la porte du bon ministère, ou alors vous devez adhérer à un lobby à Bruxelles pour vous faire entendre. C'est déresponsabilisant. Un député européen doit être élu d'un territoire. Notre première proposition,
Il y a 101 départements, il y a 81 députés européens français. Il faut un député par département ou couple de départements, qui en plus est obligatoirement un mandat local. Comme ça, il est le représentant d'un territoire. C'est à lui qu'on peut s'adresser. Il devient le guichet politique unique pour pouvoir comprendre et agir et influencer l'Europe, et on peut ainsi réenraciner. La deuxième priorité, c'est de redonner aux territoires toute leur place dans l'Europe. En fait, on a ajouté au centralisme parisien français le centralisme bruxellois. Du coup, on a une Europe qui est vécue par l'ensemble d'entre nous comme une machine à produire des normes, alors que la richesse de l'Europe, c'est sa diversité. Si on réfléchit un instant, dans 20 ans, dans le monde ultra compétitif dans lequel on va être plongé, on est déjà plongé, la Chine, les États-Unis, les pays émergents, qu'est-ce qui va faire la force de l'Europe? C'est évidemment notre diversité, notre incroyable diversité de paysages, de savoir-faire, de méthodes. Donc il faut la préserver, il faut harmoniser, que là où c'est nécessaire, il faut laisser au contraire de la flexibilité, là où c'est possible. Donc unis dans la diversité, oui. Quelles sont vos deux autres priorités? Et bien voilà, cette deuxième priorité, c'est ça. C'est redonner aux territoires toutes leurs dimensions et d'avoir une subsidiarité territoriale. C'est un mot un peu barbare. Vous savez que la subsidiarité, c'est ce principe qui permet à des États de dire « nous, on fait mieux à notre niveau qu'au niveau européen ». Et bien c'est pareil pour les territoires. Il faut une subsidiarité, c'est-à-dire quand un certain nombre de territoires pensent qu'une norme européenne devrait être infléchie, devrait être adaptée, devrait être plus conforme à des préoccupations locales, on l'adapte. C'est très vrai pour l'agriculture. Vous voyez, quand on dit que l'huile de lavande dans le sud de la France est un produit chimique, lorsqu'on dit que dans le Tarn-et-Garonne, on ne peut pas permettre à des saisonniers de 17 ans de monter sur des escabeaux parce qu'il y a une directive. Lorsque hier, j'étais à Sannois pour visiter le deuxième centre de sapeurs-pompiers le plus efficace de France, dans lequel il y a 2 fois plus de volontaires que de permanents, que de salariés. Parce que le volontariat est au cœur des sapeurs-pompiers. Vous savez qu'il y a une directive européenne qui menace le système du volontariat des sapeurs-pompiers français. Ce n'est pas de cette Europe-là qu'on a besoin. On a besoin d'une Europe qui puisse s'adapter et mettre en avant nos richesses. Et puis la troisième priorité, c'est d'arrêter avec ce débat souverainisme, fédéralisme, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est les solutions concrètes. Donc, l'Europe, elle doit être là sur tous les sujets. Il n'y a pas des sujets européens et des sujets qui ne sont pas européens. Il nous faut de l'Europe dans la santé, dans le logement, dans les transports. C'est à ce niveau-là qu'on va avoir la force de frappe nécessaire. Mais il faut que cette implication européenne, elle s'adapte, elle prenne en compte les spécificités. Je prends un exemple. L'énergie, les États ont dit, on garde des politiques énergétiques nationales. En revanche, l'environnement, c'est du niveau européen. On ne peut pas décorréler l'environnement et l'énergie. Une politique énergétique doit être environnementale. Une politique environnementale doit prendre en compte les approvisionnements, les prix de l'énergie. Il faut donc un niveau européen pour l'énergie, mais il faut aussi un niveau national et un niveau local. On a besoin d'énergie locale. On était dans les Mauges, c'est entre Nantes et Cholet. Il y a des initiatives formidables de méthaniseurs par des agriculteurs où toute la population est associée sous forme d'obligation, comme ça chacun participe du projet. On se dit, mais où est l'Europe pour aider ce projet-là? On est tellement dans les priorités. Il n'y a pas d'Europe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas à qui s'adresser. À nouveau, il faut réancrer l'Europe dans les territoires. Merci beaucoup. C'est un peu original. Vous êtes le premier à parler vraiment d'énergie et d'énergie renouvelable dans les 3 priorités que nous proposons. Donc, c'est assez singulier. Il y a un sujet qui, par contre, est abordé par beaucoup de candidats, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Quel est votre point de vue? Faut-il la faire ou pas? Et si oui, dans quelles conditions? Sous-entendu, par exemple, il y a beaucoup de débats sur l'Ukraine. Les Français étaient d'abord pour, aujourd'hui ils sont plutôt contre. Les écologistes disent aussi que l'Ukraine n'a pas les normes européennes actuelles pour rentrer parce qu'il ne faut pas du bio. Il y a beaucoup de sujets. Vous qui parlez de territoire, là on parle d'agriculture un petit peu, quelle est votre opinion finalement sur ce futur européen qui pourrait être élargi demain? Alors c'est plus que l'opinion, c'est une proposition. On le dit très fortement. Je suis pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est d'abord une question de valeurs, et l'Europe, elle repose sur des valeurs. C'est ça qui fait notre spécificité, et c'est le prix du sang, le prix du courage ukrainien.
Et c'est le prix des valeurs européennes qu'on défend. L'Europe a été créée pour la paix. C'est un impératif géostratégique, parce que c'est une Ukraine dans l'Union européenne qui pourra donner les garanties de sécurité pour un règlement possible de ce conflit. À la différence d'une entrée dans l'OTAN, dont on sait qu'elle est extrêmement dangereuse. Si l'Ukraine avait été dans l'OTAN, nous serions en guerre nucléaire avec la Russie. Si l'Ukraine avait été dans l'Union européenne, nous serions, comme l'Europe l'est et devrait l'être encore plus, en soutien de l'Ukraine. Et puis troisièmement, c'est une opportunité économique et de croissance. De toute façon, nous allons assister l'Ukraine pour sa reconstruction. Ce sont nos voisins immédiats, c'est un impératif pour la stabilité du continent. Et donc, puisque nous allons les aider à se reconstruire, autant que nous investissions dans notre propre espace, qui est l'espace européen. Donc, oui, à l'entrée, à terme, de l'Ukraine dans l'Union européenne. On sait que c'est un processus qui va prendre beaucoup de temps. Ça n'empêche pas de dire de manière très claire dès aujourd'hui que l'Ukraine sera un jour européenne. Un jour, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre peut-être plus. On sait l'ensemble des réformes qui devront être faites. Vous venez de parler effectivement des normes environnementales, on peut parler des normes de gouvernance, on peut parler de la corruption, prononçons le mot, puisque l'Ukraine est très mal classée, comme vous savez, par Transparency International, etc. Mais c'est un chemin que les Ukrainiens sont sans doute prêts à faire, sur lequel il faut les accompagner. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est indispensable que les citoyens puissent se prononcer sur l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Il y a quelques jours, j'étais avec Raphaël Glucksmann sur France Inter. Nous avons eu ce débat-là. Nous étions d'accord l'un et l'autre pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Mais nous avions un énorme désaccord. Je lui ai dit, je souhaite que les citoyens européens puissent se prononcer. On a un défaut démocratique au sein de l'Union européenne. Vous vous souvenez du traité de 2005 et vous vous souvenez de la façon dont le vote des Français, des Néerlandais, n'a pas été pris en compte. Je suis convaincu que les arguments que je viens de vous exposer seront suffisamment forts pour convaincre, comme vous dites, on est à peu près à 50-50, c'était un petit peu au-dessus avant, un petit peu en dessous maintenant, pour convaincre. Mais il faut convaincre, il ne faut pas imposer. Et Raphaël Glucksmann a dit, ah non, non, alors moi je suis vieux jeu, vous votez pour moi, c'est l'Ukraine dans l'Union européenne, sinon, vous n'avez qu'à voter pour le Rassemblement national. Cet argument est extrêmement dangereux. Je comprends les préoccupations des agriculteurs, des territoires. Il faut y répondre et ils ont le droit de se prononcer. Donc si je comprends bien, Yalta c'est fini, c'est plus les chefs d'État qui décident dans un bureau finalement de se partager l'Europe ou le monde, mais vous êtes pour une participation citoyenne aussi et vraiment d'inclure l'opinion des citoyens pour garantir le succès d'un élargissement que vous souhaitez. Plus que l'opinion, le vote. Le vote. La décision. Ça va jusqu'au Il ne s'agit pas de voter sur tout le temps. L'Union européenne ne s'y prête pas. Mais il y a des grands rendez-vous. Et évidemment que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne change. Donc la mise en débat. Donc la mise en débat. Vote sans débat ou sans connaissance. Mise en débat. Et c'est la vertu d'un référendum de permettre un grand débat public, les pour, les contre, et chacun se prononce. En parlant d'Ukraine et donc de guerre, la guerre s'est invitée sur l'Europe, qu'on le veuille ou non. C'est bien l'Europe, c'est le continent européen. Donc vous êtes pour une Europe de la défense ou vous êtes pour une défense française? On a reçu M. Bardella il y a peu de temps qui défend une défense uniquement franco-française. Il fait plus de 30% de réservation de vote. Donc, quelle est votre opinion dans cette problématique de se défendre aujourd'hui, nous qui croyons que la paix était acquise? Et comment peut-on être assez aveugle pour penser qu'on va pouvoir, nous petits Français, dans notre village gaulois, autour de notre arme nucléaire, pouvoir avoir une défense crédible dans le monde de demain? Il faut bien sûr une défense européenne. Elle a d'ailleurs commencé à se mettre en place à l'occasion du conflit ukrainien, puisque pour la première fois, on a acheté des munitions ensemble, on a accéléré les productions, on a eu un plan européen pour le faire, et on a coordonné nos industries. Il faut aller plus loin. Il y a notamment un secteur dans lequel il faut aller plus loin, et pour lequel on ne pourra pas être seul. C'est la technologie. La défense, aujourd'hui, c'est la technologie. Si l'armée américaine est toute puissante, c'est parce qu'il y a un ministère de la Défense, et au sein d'un ministère de la Défense, un département, la fameuse DARPA, vous savez, le département sur les programmes de recherche avancés, qui finance les innovations technologiques, qui finance les armes de demain,
qui en plus, au-delà de la défense, a un rayonnement technologique beaucoup plus large. Énormément des ruptures technologiques qui ont eu lieu aux États-Unis depuis 50 ans ont commencé par des implications militaires et on s'est rendu compte qu'il y avait des implications civiles beaucoup plus importantes et on a permis du coup d'avoir un financement direct de la recherche fondamentale. En refusant ça, en ne se mettant pas ensemble pour affronter ce défi, financer ensemble les technologies militaires, on se condamne à être des nains stratégiques demain dans le monde multipolaire qui émerge. C'est très clair. Donc se protéger, mais aussi réindustrialiser finalement l'économie de l'armement. On a eu récemment des Allemands effectivement qui ont acheté hors Europe. Le président vient d'ailleurs de se prononcer ce matin même sur plus de souveraineté européenne dans la fabrication aussi des armes. Ça va jusque-là. Vous êtes pour une armée une armée européenne avec des soldats sur le territoire ukrainien ou pas? Alors, sur le territoire ukrainien, personne ne nous le demande. Voilà, personne. Personne ne nous le demande, à part Emmanuel Macron, qui, on ne sait pas pourquoi, s'est réveillé un matin en lançant un débat dont personne n'avait besoin. Les Ukrainiens, que demandent-ils? Ils demandent des munitions, des missiles, des obus, de la poudre. La France est avant-dernière dans le classement de l'Institut de Kiel en termes de fourniture d'armement. Les Français sont les premiers à dire « Ah oui, mais ce classement vaut rien, il ne donne pas les vrais chiffres ». Je constate que les Français sont les seuls en Europe à contester ce classement. La réalité, c'est que les Allemands ne disent rien, mais fournissent des armes, peut-être pas les Taurus, peut-être pas les missiles qu'on leur demande, mais qui fournissent le gros des armes, que les Français ne le font pas, et qu'Emmanuel Macron a créé un débat qui n'avait pas lieu d'être, qui a divisé les Européens, pas seulement les Français et les Allemands, mais ça nous a aussi séparés des Italiens, des Espagnols, à un moment où on a besoin d'être unis face à Vladimir Poutine qui ne joue que ça, notre division, et unis dans la fourniture des armes. Vous êtes aussi donc chef d'entreprise dans cette arlésienne du vote électronique. Vous êtes en train de lui donner une forme de réalité. Et là, je m'adresse à l'entrepreneur. Aujourd'hui, les entrepreneurs en Europe peuvent être empêchés parce qu'il y a des règles ou des réglementations nationales. Donc on parle de la circulation des personnes, on peut tout à fait circuler, mais c'est vrai que la circulation des marchandises ou le droit des sociétés n'est pas le même. Le droit en Europe n'est actuellement pas harmonisé. Chacun son droit, à part quelques dérogatives justement sur les sujets de corruption, où maintenant il y a des cours européennes. Sur le droit privé, c'est pareil. Il y a des couples qui sont mixtes intra-européens mais qui divorcent et il y a des guerres intérim dans des couples, par exemple franco-allemands ou d'autres nationalités, où les enfants grandissent, mais finalement les juridictions nationales prévaut sur finalement l'intérêt de l'enfant qui est européen. Sur ce droit des entreprises, est-ce que vous êtes pour plus d'harmonisation ou pour le statu quo? Il y a un code européen du droit des affaires qui vient d'être fait bénévolement par 200 juristes parce qu'il n'y avait pas eu de commande de la Commission ou du Parlement de qui que ce soit au niveau européen. Donc ils ont pris leur bâton de maréchal et ils ont créé ce premier code qui peut être amélioré aujourd'hui. Mais on a l'impression que ce n'est pas un sujet qui est porté aujourd'hui. Quelle est votre opinion sur cette harmonisation du droit européen? Jusqu'où va-t-il? Alors, vous avez entièrement raison. C'est un enjeu énorme pour toutes nos PME. Et on voit bien que le drame, une fois de plus, on vient de traverser toute la France depuis un an. On a presque un cahier de doléances de ce qu'est la réalité. Lorsque vous êtes à Cholet et que l'industrie textile s'est effondrée et que vous avez ce tissu de PME, ces savoir-faire, évidemment qu'il faut tout de suite permettre d'avoir accès à un marché européen pour se déployer, pour les aider dans ce marché. Et pour ça, il faut harmoniser des normes industrielles. J'étais à un débat il y a 15 jours avec Marion Maréchal. Et elle fait rire toute l'assistance en disant « Ah, l'Europe s'occupe d'harmoniser les pommeaux de douche ». Mais heureusement que l'Europe s'occupe d'harmoniser les pommeaux de douche. Parce que sinon, vous avez des producteurs de pommeaux de douche qui vont vendre sur des tout petits marchés. En revanche, que l'Europe réglemente la taille des haies, que l'Europe vienne, comme on le disait, classifier l'huile de lavande ou venir interdire d'accueillir des fruits et légumes dans le Tarn-et-Garonne, ça, ce n'est pas normal. Mais sur des normes industrielles spécifiques, c'est la force du marché unique. Il faut aller plus loin et il faut permettre
au-delà de la réglementation, d'avoir aussi les instruments financiers pour se déployer. Parce que ce n'est pas simplement parce que vous avez un marché, vous allez pouvoir y avoir accès. Comment est-ce qu'on aide ces PME? Et une fois de plus, le patron de PME, la patronne de PME, à qui est-ce qu'elle s'adresse? À qui est-ce qu'elle s'adresse aujourd'hui? Elle va à la préfecture de région qui lui dit « Ouh là là, oui, alors peut-être que vous allez pouvoir avoir accès au programme FEDER, Leader. Ah, mais vous savez qu'il y a le programme Innovation. Le programme Innovation de l'Union européenne. Mais bon courage. Si vous êtes une PME... Très bureaucratique. Mais c'est très lourd, très lourd. J'étais au Technopole d'Orléans. d'Orléans. Pas à l'économie des petites entreprises. Qui n'ont pas les moyens de cette charge-là. Technopole d'Orléans, le patron du Technopole, brillantissime, docteur d'État, doit consacrer 2 jours par mois uniquement pour remplir les papiers nécessaires sur le contrôle qu'opère l'Union européenne sur les financements. On se dit, mais est-ce que c'est la bonne allocation de son travail? Il ne peut pas le dédier à quelqu'un d'autre parce que c'est tellement compliqué. On se dit bien sûr qu'il faut contrôler, mais à ce niveau-là, et là je vous parle d'un technopole, la PME, c'est au-dessus de ses moyens. Donc il faut revenir à quelque chose qui soit là pour aider au niveau local, au niveau territorial, et pas simplement financer par appel d'offres les éléphants blancs. C'est très clair. Je pose à tous les candidats la même question. Est-ce que vous êtes pour une Europe fédérale, une Europe des nations? Vous avez déjà répondu finalement, vous êtes pour une Europe de la subsidiarité qui prenne en compte aussi les particularités des territoires. Un peu comme en Allemagne, hein. L'Allemagne est une fédération d'ailleurs qui respecte tout à fait les coutumes et les traditions de chaque land. Donc je vais pas vous reposer la question. Je voulais aussi savoir quelle est l'action dont vous êtes le plus fier aujourd'hui sur un sujet européen. Est-ce que par exemple, Electis, votre entreprise qui voudrait développer le vote électronique, donc pour plus de démocratie, est-ce que vous l'imaginez par exemple à l'échelle européenne, qui pourrait être votre fierté parce que ce serait un challenge? Ça n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Alors c'est déjà le cas et on mène une action précisément avec d'autres entreprises qui travaillent sur ce sujet-là pour qu'il y ait une initiative européenne sur le vote électronique. Il y a des pays qui sont très avancés. L'Estonie, petit pays, balte, vote électroniquement à toutes ses élections depuis 2005. Pays qui est immédiatement frontalier de la Russie et dont je vous rappelle que la Première ministre fait partie et sur la liste des personnes recherchées par la Russie pour sédition. Donc vous voyez bien que ce système est suffisamment robuste pour résister aux cyberattaques russes. Il ne s'agit pas de remplacer le vote aux élections présidentielles en France ou législatives, mais sur les élections européennes. Vous savez que lorsqu'une liste se présente, la nôtre, celle de M. Bardella, celle de M. Glucksmann, il faut que la liste imprime elle-même les bulletins de vote que chacun trouvera dans les bureaux de vote. Imprime elle-même les professions de foi qui seront envoyées auprès de chaque Française et chaque Français. Il y a un coût supérieur à 1 million d'euros qu'une liste doit avancer. C'est un problème démocratique. C'est un problème démocratique. Si vous n'êtes pas un parti politique qui bénéficie de financement public, ou si vous n'avez pas un argent personnel, voilà, une fortune qui vous permette de l'avancer, vous faites comment? Je vous rappelle que les dons individuels sont limités à 7 500 € par personne. Comment vous financez 1 million d'euros? Mais avec le vote électronique, il n'y a plus besoin d'imprimer dans tous les bureaux de vote. Ou en tout cas, il y a peut-être besoin d'en imprimer moins, parce qu'il faut toujours qu'il y ait la possibilité de voter, de choisir si on vote électroniquement ou si on vote papier. C'est un enjeu démocratique. Alors merci. Je retiens que la démocratie, c'est un petit peu aussi au cœur de votre proposition. On l'a constaté aussi à Europa Nova. On a reçu des jeunes qui se sentent très éloignés de la démocratie actuellement, qui sans doute est à réinventer. Et là, je voudrais m'adresser à l'homme que vous êtes, non pas à l'homme politique. À l'homme, même peut-être le petit garçon que vous étiez. Je crois que vous êtes né dans l'est de la France, dans une zone assez frontalière. Moi, je suis né à Paris, mais ma famille vient, voilà, votre famille vient des origines de Meurthe-et-Moselle. Quelle a été peut-être l'émotion, le souvenir ou le déclic tout simplement qui fasse qu'aujourd'hui vous êtes plutôt pro-européen, exigeant, mais vous êtes pour une Europe plutôt forte. Quelle a été donc votre histoire personnelle, non pas politique mais personnelle, qui fait qu'aujourd'hui vous briguez pour ce mandat qui est difficile effectivement pour des partis qui ne sont pas des grands partis? Vous êtes du parti sur une liste du centre. Quelle a été votre histoire européenne ou pas?
Bien sûr. Monsieur Bardella, par exemple, nous a avoué qu'il n'avait aucune histoire personnelle européenne et qu'il a découvert l'Europe en étant déjà élu député européen. Alors vous, quelle est votre histoire? Alors, et c'est très triste, parce que aujourd'hui, être français, c'est être plongé dans un univers européen qu'il faut découvrir. Erasmus a été un formidable programme qui a aidé des dizaines, des centaines de milliers de jeunes à découvrir les autres pays européens. Donc apparemment, M. Bardella n'a pas pu en profiter, et c'est dommage, parce que peut-être qu'il aurait d'autres positions s'il avait un peu voyagé. Nous, on propose d'ailleurs de l'étendre. Pour l'instant, c'est surtout les filières générales. Il faut l'étendre aux filières techniques. Un Erasmus de l'apprentissage, pour que les apprentis puissent eux aussi, comme un compagnonnage européen, pouvoir découvrir comment on fait, comment on pense ailleurs. Mais je revenais à votre question. Moi, je crois que le premier déclic, ça a été le référendum sur le traité de Maastricht. J'étais jeune, et moi j'étais dans une famille qui était plutôt europhile, européenne, donc vous savez, quand vous êtes jeune, vous ne réfléchissez pas encore beaucoup, on disait l'Europe c'est bien. Et puis d'un seul coup, il y a eu toute cette expression démocratique et des gens qui donnaient des vrais arguments contre, en disant non mais voilà pourquoi c'était dangereux. Et le simple fait de pouvoir poser la question, de se dire ah mais oui, tiens, il y a un autre point de vue possible, de réfléchir, et puis finalement, d'en conclure tout seul, jeune adolescent, puis après il y a eu à nouveau le débat de 2005, que finalement oui, les arguments pour l'Europe étaient plus forts. C'est la force du référendum, c'est d'obliger à penser par soi-même. Moi je ne votais pas encore, mais on était quand même pris dans le débat. Et puis la deuxième expérience, c'est que j'ai, comme vous l'aviez rappelé, travaillé avec un certain nombre d'hommes politiques, j'ai été haut fonctionnaire, et j'ai beaucoup travaillé avec d'autres pays européens. Les autres ne pensent pas comme nous. Les autres ne pensent pas comme nous. Et c'est extraordinaire de se confronter à un point de vue différent. On est tellement sûr de nous en France. On a notre système jacobin, ultra centralisé. La loi s'applique partout pareil. On a les mêmes règles que l'on soit agricole, que l'on soit viticole du sud de la France ou qu'on soit maraîcher en Bretagne. Et on pense que c'est formidable. On a un président de la République qui a un pouvoir exorbitant par rapport à n'importe quelle autre démocratie européenne. Et on pense que c'est formidable, ça nous fait aller de l'avant. Quel est le résultat de la France depuis 50 ans? Quelle est notre performance économique, sociale, culturelle? Est-ce que vraiment notre modèle nous a conduit à rayonner? Est-ce qu'on ne devrait pas un tout petit peu regarder ce qu'on fait ailleurs? Et l'Europe, elle nous permet ça, de nous confronter avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Tous nos voisins ont intérêt à ce que la France aille bien, comme nous avons intérêt à ce que l'Allemagne aille bien. Quand l'Allemagne fait moins de croissance, c'est toute l'Europe qui tousse. Quand la France fait moins de croissance, c'est toute l'Europe qui tousse. Eh bien, se confronter à cette autre façon de voir le monde, c'est plus que salutaire, c'est indispensable. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ce voyage européen qui fait référence à votre histoire européenne. Merci d'avoir répondu à cet exercice démocratique et en vous souhaitant une bonne campagne avec effectivement les sujets que vous avez soulevés, que personne n'a soulevés, sur le financement des campagnes pour les plus petits partis. Et si je voulais ajouter une chose, nous présentons, vous avez compris que notre axe est territorial, nous présentons une liste indépendante de 81 élus locaux qui viennent de 81 départements différents. Parce que précisément, c'est un moment où l'ensemble des territoires se retroussent les manches pour aller à Bruxelles dire « remplaçons l'Europe de Bruxelles par l'Europe de Strasbourg », une Europe qui représente, qui est enracinée, qui représente les territoires. Merci beaucoup. Merci à vous.